ça ma question. Parce que ça, vous en avez déjà dit quelques mots. Ma question est de savoir qu'est-ce que l'avocat reproche au juge exactement, c'est pour ça qu'il est intéressé. Bien, alors il y a un petit appendice à cette question. Qu'est-ce que les avocats reprochent aux juges d'instruction, puisque semble-t-il ils ont milité un temps au moins en faveur d'une réforme? C'est très simple. Le juge d'instruction, qui existe depuis, dans sa structure actuelle, depuis le début du 19e, donc pendant, on va dire, 2 siècles, a une tâche impossible. Cette tâche impossible, il l'a conduite pendant des années dans une certaine sérénité, à l'heure par exemple où n'était poursuivi, avant que le juge de Charette poursuive M. Chaperon, parce que le juge Charette a poursuivi M. Chaperon parce que certains des employés de M. Chaperon, chef d'entreprise, ne portaient pas leur ceinture de sécurité pour monter sur les échafaudages. C'était une faute de nature pénale, une contravention. Et le juge Charette, de Charette, a commis un acte incroyable pour l'époque. En quelle année était-ce? Il y a 30 ans. Il y a 30 ans à peine, hein, mais il y a 30 ans à peine sur 200 ans, puisqu'il a poursuivi un chef d'entreprise et non plus un voleur de poules, un violeur ou un braqueur de banque. Donc le juge d'instruction, tranquillement, faisait son métier. Il le faisait d'autant plus facilement que les personnes poursuivies ne savaient généralement pas lire ou écrire ou presque, que le juge était donc dans l'obligation de dicter au greffier les réponses que lui faisait la personne poursuivie dans son langage à elle, en français de tous les jours et non pas en français juridique. Et les choses étaient des affaires simples, parfois terribles, des crimes, des vols à main armée. On ne disait pas encore hold-up à l'époque, mais les choses étaient simples. Et puis, les choses sont rendues plus compliquées parce que la vie en société est plus compliquée. Et maintenant, lorsqu'un chef d'entreprise est poursuivi, parce qu'apparemment il y a des soupçons, mais qu'il effectue une réponse devant le juge d'instruction, et que le juge retraduit cette réponse dans son langage à lui, mais que le chef d'entreprise qui a fait Polytechnique ou l'ENA ou autre chose, et qui sait conduire une discussion et qui dit « Monsieur le juge, ça n'est pas ce que je vous ai dit », et que le juge dit « Écoutez, c'est moi qui dicte au greffier et c'est pas vous », vous voyez qu'il y a un changement dans la conduite de l'instruction. Je vous donne cet exemple précis parce que je l'ai vécu. Le juge d'instruction, on lui demande d'instruire à charge et à décharge. C'est ce qu'on appelait récemment, on n'osait pas le dire avant, la schizophrénie du juge. Comment le juge peut-il chercher, lorsque une affaire lui est soumise, soit sur plainte d'une partie, soit sur engagement de la procédure par le parquet, comment peut-il chercher avec autant de pugnacité les éléments qui vont accuser la personne poursuivie et les éléments qui vont le disculper? À cet égard, je profite pour dire que la suppression du terme inculpation, pourtant compréhensible par tous les Français, pour le changer par mise en examen, alors que les Belges connaissent toujours le terme inculpation, n'a rien changé, bien sûr. Donc on s'est aperçu que le juge était confronté à une tâche impossible, qui paraissait peut-être possible, que l'on supportait encore auparavant et qu'on ne supporte plus maintenant. Mais alors que les avocats se plaignent très souvent des juges d'instruction, on voit maintenant, depuis la mise en place de la commission Léger, depuis l'interpellation présidentielle à l'issue de l'audience de rentrée de la Cour de cassation, que les avocats semblent regretter les juges d'instruction. Alors vous allez dire, on ne comprend rien, ces avocats changent toujours d'avis. Parce qu'on n'aime pas les magistrats, mais on n'aime pas les avocats non plus. Pourquoi changent-ils d'avis? Parce que, et mon interlocuteur vient de le dire à l'instant, on propose de supprimer le juge d'instruction et de le remplacer par le parquet, qui existe, mais qui aurait des fonctions élargies, sans donner en même temps 3 garanties nécessaires. D'une part, la garantie d'indépendance du parquet, qui va jusqu'à la réclamation d'un statut distinct et séparé des magistrats du siège.
Deuxièmement, l'augmentation des garanties des droits de la défense permettant l'égalité des armes entre l'avocat qui défend une partie poursuivie et le parquet désormais tout-puissant qui conduirait l'instruction. Et troisièmement, le droit des victimes de mettre en mouvement l'action publique par ce qu'on appelle les plaintes avec caution de partie civile, dont le champ est déjà un peu réduit actuellement, toujours possible mais moins facile qu'avant, et qui serait peut-être rendu plus difficile encore si c'est le parquet qui a la maîtrise de la poursuite, et on pense naturellement au déclenchement de certaines affaires politiques. Sur ces 3 points d'achoppement, on peut croire que les avocats regrettent les juges d'instruction. Eh bien, je peux vous dire, sans violer les débats du Conseil de l'ordre où j'étais encore cet après-midi, qu'il y a effectivement un débat, que certains avocats sont favorables au maintien du juge d'instruction, bien qu'ils se soient plaints du comportement de certains d'entre eux, mais ils trouvaient quand même que c'était un mode de gestion de l'enquête judiciaire plus ou moins satisfaisant avec les multiples réformes en cours. Le juge de la détention et des libertés, qui à mon avis est souvent un juge de la liberté et des détentions, si j'ose dire, parce que la détention est plus fréquente que la liberté, transformé peut-être maintenant en juge de l'enquête et des libertés, mais avec les pôles d'instruction et la collégialité, c'est difficile à mettre en œuvre. Donc certains disent, après tout, gardons le juge d'instruction parce que c'est pas un système parfait, mais on va trouver mieux. Et d'autres disent, oui, si on le supprime, comment faire pour que le parquet, qui est hiérarchisé, puisse être indépendant, puisqu'il n'est pas question pour l'instant de créer un procureur général de la République, comme l'idée en a germé dans l'esprit de certains hauts magistrats anciens. Je pense au procureur général Meignet, dont c'était un des dadas, et à la mémoire duquel je pense maintenant. Donc, vous savez, la tâche de justice est extrêmement difficile. Lorsque on a les cheveux blanchis en s'occupant de justice civile et pénale, en étant dans le conseil de personnes physiques et d'entreprises depuis plusieurs dizaines d'années, on se rend compte que de 2 choses. D'une part, il y a une époque où les choses semblaient naturellement, sans difficulté, les difficultés existaient, mais on faisait avec. Maintenant, on essaye de les résoudre, et on les résout. Et cela a été dit aussi à l'instant, une fois de plus, nous sommes d'accord, par une avalanche de lois successives, suivies par d'autres lois mises en vigueur, avant que les réformes de la loi précédente n'aient pu elles-mêmes être mises en place et aient pu porter leurs fruits, positifs ou non. Donc il est extrêmement difficile d'évoluer dans ce monde où même les acteurs de justice, et encore plus les justiciables, perdent un peu leurs repères. Les avocats et les magistrats reconnaissent qu'il est impossible actuellement de dire combien il y a d'infractions en France. Il y a tellement de textes qui prévoient les infractions qu'on ne peut pas les énumérer, et que les délais aussi de procédure qui sont en passe d'être unifiés, les éléments qui permettent à l'instruction de respecter les droits de la défense, mais qui sont de plus en plus complexes, font que de temps en temps, vous le voyez, vous le lisez dans la presse, un détenu a été libéré parce que le délai a été passé, que selon la loi, on ne peut plus le garder en détention. C'est une erreur, mais la justice est une œuvre humaine, elle peut commettre des erreurs. Certaines sont hélas dramatiques, d'autres ont moins de conséquences, mais